Nous sommes en décembre 2024 et l'heure est au bilan pour ce tout dernier épisode de l'année. Dans cet épisode, j'ai envie de prendre le temps de partager avec vous les principaux enseignements que j'ai eus cette année et prendre le temps aussi de vous parler des projets que j'ai pour 2025. Comme vous, je pense que j'ai hâte que cette année se termine, même si ça reste que symbolique. Au final, c'est juste une question de calendrier, mais symboliquement, on a envie que ça se termine, on a envie de commencer une nouvelle page, un nouveau chapitre, parce que les dernières semaines ont été très éprouvantes, tant sur le point de vue pro que perso. Je vais pas m'étendre plus que ça sur ma vie perso, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, parce que je tiens à préserver ma vie privée comme tout le monde, et je me dis que c'est bien aussi de partager de temps en temps certains sentiments, notamment sur ce podcast, qui compte beaucoup pour moi, parce que c'est un des projets les plus longs et passionnant que j'ai lancé et pour lequel je continue d'investir du temps, de l'énergie, semaine après semaine. On est déjà à l'épisode 272 et j'aime beaucoup ce format parce que je sais que l'audience d'un podcast, surtout quand elle est fidèle comme vous, qui m'écoutez chaque semaine religieusement depuis des années, en tout cas ce que j'aime à croire, cette audience elle est beaucoup plus qualitative. Vous êtes plus qualitatif que sur d'autres supports, comme sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Parce que quand on écoute un podcast, surtout un podcast un peu long, on se pose, on est attentif, on résiste à l'envie de zapper, on se concentre, on réfléchit. Bref, on fait marcher son cerveau différemment, qu'en scrollant, comme un débile ou comme un zombie sur TikTok ou sur Instagram. Et heu et je me mets dedans parce que des fois je me surprends à le faire. Et d'ailleurs, je le vois aussi bien pour ce podcast que pour, l'autre, Défense Zone, mon autre podcast hebdomadaire. Je croise pas mal d'auditeurs dans la vraie vie et certains vont même jusqu'à devenir des collègues, soit en rentrant dans DR ou via des formations ou ailleurs, voire même des amis. Et c'est pour ça que je me permets d'être transparent et presque intime avec vous, qui m'écoutez. Parce que là, je vais partager des choses que j'ai pas partagées avec beaucoup de monde et je me dis que on reste proche au final, même si c'est quelque chose qui est public. C'est un peu bizarre de dire ça, mais vous qui écoutez ce podcast là depuis le début, qui faites pas partie des 80 de gens qui découvrent et qui zappent au bout de 2 secondes, ben, peut-être que je peux me confier aussi, je peux dire des choses. Je vais revenir sur cette année et sur cette fin d'année qui a été, assez éprouvante. Heu, En dehors du fait que j'ai eu à gérer, quelques problèmes pour la boîte, sur un livre, sur autre chose. En dehors du fait que j'étais malade aussi pendant plusieurs semaines, heu, je vous déconseille d'avoir la coqueluche, même si c'est pas vous qui choisissez, mais c'est une sacrée merde et ça flingue. Hem, Au-delà de ça, il y a un événement que je redoutais depuis plusieurs mois et qui est survenu fin novembre, qui est le fait que j'ai perdu mon père. Mon père qui s'est battu pendant plus de 3 ans contre le cancer et qui malheureusement a perdu ce combat. Et pour ceux qui ont déjà perdu des proches ou un parent, vous savez que c'est terriblement difficile et heu et j'en parle ici parce que vivre tout ça, ça m'a enseigné beaucoup de choses et et en bon pratiquant du stoïcisme, je fais de mon mieux pour apprendre sur moi, apprendre à être meilleur jour après jour. Et c'est un peu le 1er enseignement que j'ai eu cette année, qui est de chercher à être meilleur en se connaissant soi-même, comme disait, Socrate. Et c'est c'est assez dingue parce que quand j'étais au lycée, comme beaucoup de gens je pense, je faisais tout pour esquiver les cours de philosophie. Parce que ça me gonflait en fait, ça gonflait tout le monde. Sauf ceux qui ont eu la chance d'avoir des profs qui étaient intéressants, qui ont réussi à les intéresser à ça. Mais depuis, grâce à des lectures, des rencontres et aussi des podcasts, j'ai appris à aimer ça. Et sans le stoïcisme, sans cette, philosophie, je pense que j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Parce que ça m'aide concrètement au quotidien, ça m'aide à traverser des périodes de doute, de difficulté. Et si j'avais pas lu des ouvrages de Marc Aurèle, d'Épictète, surtout si j'avais pas appliqué ces concepts, j'aurais pas réussi à surmonter certaines épreuves comme cette dernière. Donc, enseignement numéro un, continuer à appliquer cette philosophie au quotidien. Enseignement numéro 2, ça a été
le mot-clé, ça a été un peu la patience. Et être patient, c'est un peu le conseil à la con que tout le monde donne et qu'on utilise souvent soi-même pour procrastiner, en se disant que ça va finir par arriver, etc. Et ce qui fait que c'est vraiment compliqué de comprendre pourquoi c'est important la patience. Cette année, j'ai compris quelque chose d'important sur le lien entre la patience et le succès. Et c'est d'ailleurs davantage une notion de temps, de temporalité, que de patience qu'il faut comprendre. Parce que les gens qui abandonnent, ou les gens qui échouent et qui se plaignent d'échouer, n'ont pas compris ce qu'est vraiment la patience. Et ont un rapport au temps qui est biaisé. Et c'est ce qui peut nous arriver en fait, quand on commence à râler, quand on veut abandonner. Je vais prendre un exemple qui va parler tout de suite. Si vous décidez de devenir musicien, par exemple, joueur de violon, si vous voulez devenir violoniste, vous allez tout de suite comprendre que vous ne serez pas un virtuose en 1 mois, ni même en 1 an, ni même peut-être en 10 ans. Vous allez très vite comprendre que dans ce milieu-là, dans le milieu des joueurs de violon, il y a que 0,0000001% des violonistes qui vivront correctement de ce métier, qui seront payés pour aller se produire sur des scènes, qui rentreront peut-être même dans l'histoire, qui vont enregistrer des tubes, des CD, même s'il n'y a plus de CD, mais vous avez compris le truc. Parce que la sélection, elle est énorme et les places sont extrêmement limitées. C'est pareil dans le sport. Si vous décidez de devenir joueur de foot professionnel, c'est pas un truc qu'on décide de faire à 40 ans. C'est quand vous regardez les plus grands champions aujourd'hui qui ont la vingtaine, la trentaine, ils ont commencé avant même d'avoir 12 ans. Et même eux, en ayant commencé très jeune, c'est pas forcément gagné pour être sélectionné dans l'équipe de France. Donc, j'ai conscience qu'en disant ça, j'enfonce une porte ouverte. Mais pourtant, combien de photographes, combien de journalistes, et plus largement combien d'entrepreneurs j'ai pu croiser et voir abandonner au bout d'1 an ou 2 parce que les résultats arrivent pas, parce que ça va pas assez vite. Et régulièrement, je reçois des messages de photographes qui veulent suivre des formations et qui me demandent combien de temps ça va prendre pour vendre ses premières photos, combien de temps ça va me prendre pour vraiment vivre de ce métier, combien de temps il faut que j'alloue toutes les semaines, etc. Hem, c'est un peu compliqué de répondre. Et cette année, il y a quelque chose qui s'est passé et qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est quand j'ai signé mon plus gros contrat en photo. C'est la première fois que je signais autant, enfin que j'ai fait un devis aussi grand, aussi gros, qui était de 14 000 €. 14 700 pour être précis. Et au final, ça m'a pris 1 journée de prise de vue. Et ça semble complètement délirant, et ça m'a semblé complètement délirant, parce qu'à 300 € près, c'est le montant de mon prêt étudiant que j'ai contracté quand je suis rentré en master en journalisme à Sciences Po et que j'ai utilisé pour payer mes études, mon loyer, premier matos photo qui était du matos d'occasion, Nikon pour pas le citer. Et quand j'ai rédigé un mail dans ma newsletter et que j'ai partagé la capture d'écran du compte bancaire pour montrer que c'était vrai et surtout pour inspirer les gens qui me suivent et pour prouver que c'est possible de gagner de l'argent et ce genre d'argent quand on est photographe, certains m'ont dit que j'avais eu de la chance. Et oui, oui, j'ai eu de la chance. Tout comme en fait, ne pas avoir de chance, c'est une faute professionnelle dans ce métier. Je peux quitter ça, mais c'est une phrase qui est devenue célèbre dans notre profession. Et cette chance, j'ai travaillé et je l'ai attendue patiemment. Pendant de longues années, j'ai bossé comme un dingue, j'ai fait des sacrifices pour monter en compétences. J'ai dépensé des sommes dingues en livres, en formations, en séminaires, en mentoring, etc., dans le but d'investir sur moi et d'être prêt le jour où des opportunités comme celle-ci arriveraient. Parce que c'est pas tant de signer le truc et d'aller faire des photos, faut assurer, quoi. Quand vous avez ce niveau d'exigence qui est sur vous, si vous faites de la merde, c'est mort. Et oui, il faut avoir de la chance, mais par contre, ça suffit pas. Si vous n'avez pas accumulé les compétences qu'il est nécessaire d'avoir pour saisir une opportunité, pour répondre à un contrat, c'est vous à l'échec. Il y a certains qui pensent qu'il suffit d'avoir les bons contacts pour vendre des photos au magazine, par exemple.
Ils se disent: «Ouais, mais si je connaissais le rédacteur en chef, si j'avais les bons contacts et cetera, ça marcherait». Mais c'est complètement faux et je vous donne une preuve, c'est que au sein du collectif DR, l'agence que j'ai créée, tous les membres ont accès à mon carnet d'adresse professionnel. Un truc que j'ai construit année après année et qu'on améliore ensemble régulièrement. Ils ont tous les contacts, ils ont toutes les rédactions, ils savent à qui s'adresser, ils sont même recommandés parce qu'ils savent que ces rédactions connaissent le collectif et on les voit chaque année et ils nous apprécient. Ils reçoivent une carte de vœux et cetera. Ils ont tous les contacts, mais seule une poignée d'entre eux vont les utiliser, osent les utiliser et le peu qui les utilisent, bah, il y en a encore moins qui ont des retours de ces contacts. Pourquoi? Parce que c'est pas la seule composante de l'équation du succès. Tout comme moi, quand j'envoie des sujets à des rédactions, j'ai un taux à peu près de 99 de retours, enfin de non-retour ou de temps en temps des retours négatifs ou de temps en temps des retours positifs. Mais la plupart du temps, les gens répondent pas, qu'ils vous connaissent ou non. Parce que vous pouvez avoir tous les contacts du monde, si vous n'avez pas les compétences pour trouver les bonnes idées et surtout les transformer en reportages parfaitement adaptés à une éditoriale, un journal, et surtout si vous n'avez pas le timing, si vous n'arrivez pas au bon moment avec le bon sujet, ce qui est très compliqué, ce qui est extrêmement rare en fait au final, et ben ça marche pas. Et ça, au même titre que de devenir violoniste, et ben devenir photojournaliste, ça prend du temps, ça demande de monter en compétences. Et c'est bien de cette patience dont je parle. C'est pas la patience dans le sens attendre bêtement que ça tombe du ciel, mais la patience de tenter des choses, de se créer une expertise, d'apprendre à apporter de la valeur et de faire, tout simplement. Et quelque part, la patience, c'est de la résilience. C'est être capable de, malgré les refus, malgré les coups, malgré les critiques, malgré les gens qui voudront vous faire du mal, bah, de continuer, en fait, tout simplement. Et de la façon que personne ne va devenir un virtuose tout seul dans sa chambre, sauf très rares exceptions, on pourra toujours citer des gens, hem, encore qu'eux, on connaît pas forcément leur histoire. Bah, il faut trouver des professeurs, il faut trouver des mentors, il faut avoir l'humilité d'aller se former auprès des autres et ça, c'est la plupart des photographes le font pas, en fait. La plupart des gens qui se lancent, ils pensent tout savoir. La plupart des gens qui sont là depuis un moment, ils pensent que justement, comme ça fait, 10, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, j'en sais rien, qu'ils font de la photo, ben, ils ont pas besoin de se former, c'est bon, ils savent tout sur tout et en fait, vu que c'est la majorité, cette majorité échoue, cette majorité n'a pas les résultats qu'elle veut. Donc enseignement numéro 2, la vraie patience. Enseignement numéro 3, c'est la devise de la Légion étrangère. C'est honneur et fidélité. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur cette thématique. J'ai fait pas mal de reportages, j'ai fait un livre sur ça. Et plus je passe du temps avec des militaires et des légionnaires, plus je vois que notre société n'évolue pas dans le bon sens quand il s'agit des valeurs. Je sais pas vous, hein, mais quand on se plonge dans la littérature des siècles derniers, quand on regarde des films historiques, on tombe sur des concepts qui semblent presque désuets aujourd'hui. Le courage, la fraternité, l'honneur ou la fidélité. Et je parle même pas des relations amoureuses 2.0 en mode Tinder où le concept de fidélité, il est piétiné non, je parle même pas de ça, je parle des relations sociales, des relations professionnelles. En fait, dans un monde où malgré les réseaux sociaux, malgré le fait qu'on ait des centaines d'amis sur Facebook ou des milliers de followers, je sais pas où, en fait, on est de plus en plus seul. Combien de véritables amis vraiment fidèles et fiables on a concrètement? Là, si je vous demandais de les compter. Et je parle pas, des amis, rencontrés en soirée ou des amis de classe ou j'en sais rien. Je parle des gens qui proposeraient d'eux-mêmes de vous héberger si vous étiez à la rue demain. Je parle des gens qui font preuve d'honneur en respectant leurs engagements, qui vont pas vous laisser tomber, qui auront, pardonnez-moi du terme, mais qui auront les couilles de vous dire les choses, que ce soit un homme ou une femme, heu, de vous dire les choses concrètement, les yeux dans les yeux. Il y en a pas tant que ça, en fait et c'est la devise de la Légion étrangère et que ça marche clairement depuis plus de 200 ans, que c'est assez intemporel et c'est assez dingue à voir, bah, c'est juste parce que c'est obligatoire. Quand on rentre dans cette institution, dans l'armée et dans la Légion et on n'a pas d'autre choix que de posséder ou de développer ces valeurs. Sinon, on nous jette dehors, tout simplement. Dans la vie civile, dans la vraie vie,
On n'est pas obligé de rien, en fait. Et tout autour de nous incite à pas avoir forcément ces valeurs. Tout nous incite à penser à notre gueule. Ce qu'on voit dans les médias, l'inflation, le coût de la vie, la concurrence, et cetera. Tout ça, ça nous pousse à penser qu'à notre gueule, à pas partager les choses, à pas aller vers les autres. Et c'est pourquoi c'est pour ça, moi, que j'ai voulu rapidement créer ma propre agence, mon propre collectif, ma propre équipe, et d'y rassembler des gens qui doivent avoir ces valeurs. C'est une obligation. Des gens qui pensent pas qu'à leur gueule, en fait. Des gens qui sont capables de faire des projets en collectif, de faire un livre à plusieurs, d'échanger ensemble, de se regrouper, d'assister à un rendez-vous hebdomadaire où on discute entre nous, où on échange. Et hem, c'est nécessaire de trouver ou de monter son groupe, de monter son équipe, de monter sa communauté, même si le mot est extrêmement galvaudé. Mais si on veut aller plus loin, c'est important. Et c'est encore plus important de le faire avec des valeurs nobles, hem, comme l'honneur et la fidélité, par exemple. Alors bien sûr, il y aura toujours des gens, moi j'en ai eu dans mon entourage, qui feront pas preuve de ces valeurs. Mais quelque part, la vie est bien faite parce que ces personnes, aujourd'hui, elles sont plus dans mon cercle et elles me font croire au karma. Alors merci à elles. Et sans aller jusqu'au karma, hem, ça existe ou pas, on n'en sait rien. Notre métier, il exige ces valeurs. Parce que quand vous êtes photographe, vous êtes comme n'importe quel prestataire de service, OK? Vous êtes certes un artiste, OK, ou un journaliste, mais vous êtes surtout un photographe qui va être sélectionné par un client parce qu'il a les compétences requises, mais aussi les valeurs et qu'il apporte lui-même de la valeur. Quelqu'un qui n'est pas fiable, qui n'a pas le sens de l'honneur, qui est pas fidèle, qui fera les choses qu'il faut pas faire, bah, il travaillera pas longtemps pour des clients, en tout cas sur le long terme. Il faut comprendre que le photojournalisme, c'est un tout petit milieu où les gens se connaissent, se recommandent et parfois se dissuadent aussi, entre eux de bosser ensemble. Ou c'est de dissuader des magazines de collaborer avec quelqu'un qui est pas fiable ou qui est malhonnête. Et il y a des gens malhonnêtes. Il y a des gens faux, il y a des gens hypocrites, comme dans toutes les professions. Mais ces gens-là, en fait, appelons ça karma ou pas, la vie se charge d'eux, en fait. Hem, Malheureusement, moi, ça m'est amené, ça m'est arrivé de griller des photographes, de dissuader des gens de bosser avec eux parce qu'ils se sont mal comportés. Tout comme ça m'est arrivé de voir des gens tenter de me discréditer. Et heureusement que si certains m'apprécient pas, OK, ben, pour le pour les gens qui comptent, les gens qui font bosser, les gens qui comptent dans cet écosystème, des vrais professionnels, ben, j'ai rien à me reprocher et mon travail est respecté. Donc j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Mais ça demande énormément de patience, de travail, de courage et d'honneur. Donc enseignement numéro 3, honneur et fidélité. Et c'est loin d'être désuet. Hem, D'ailleurs, petite parenthèse, vous voyez que dès qu'on parle de termes comme fraternité, honneur, fidélité et cetera, c'est un peu le la consonance du patriotisme. C'est un peu pareil, quand on dit patriotisme, on est tout de suite catalogué, droite, extrême droite et cetera, malheureusement. Alors que c'est des valeurs qui transcendent les partis politiques, qui n'ont rien à voir avec la politique, en fait, de base. Mais en fait, c'est pour ça aussi que j'aime ce métier du journalisme, parce que de base, on est en dehors de cette joute, on est en dehors de cette mêlée à la con, de se dire: «Ah, tu de gauche, tu de droite», on a rien à foutre, en fait. On fait un métier, on essaie de le faire correctement, on est apolitique, on n'a pas d'idéologie, ni de religion, sinon celle du journalisme. Et en fait, quand on est ouvert d'esprit, quand on voit cet univers militaire et les valeurs qu'il y a derrière, en fait, on comprend que c'est juste du bon sens, en fait. C'est du bon sens de faire preuve d'honneur et de faire preuve de fidélité avec les gens qui comptent et de pas être malhonnête, tout simplement. Et je vais arrêter là avec les enseignements parce que le podcast risque de durer longtemps. Je vais passer un peu au projet pour 2025 pour ceux que ça intéresse. Pour moi, c'est intéressant de le faire aussi parce que ça me permet de, voilà, je l'ai mis sur le papier. Je m'engage encore plus en le disant à haute voix publiquement aux peu de gens qui écouteront ce podcast jusqu'au bout. Hem, Ça me permet de m'engager, ça me permet de partager tout simplement et ça peut inspirer des gens qui auraient envie de faire pareil ou de faire d'autres choses qui sont, un petit peu ambitieuses. Et 2025 va être une chouette année, va être une année ambitieuse pour moi. Hem, Elle va commencer, dès janvier avec un nouveau recrutement pour le Coéquipe DR.
je vais réouvrir les portes de l'agence en janvier. Donc j'en parlerai dans un prochain épisode du podcast ou j'en parlerai sur les réseaux ou par mail. Si vous me suivez par mail, vous aurez l'information. Vous avez un lien en description si vous voulez suivre cette liste mail d'ailleurs. Il suffit de télécharger la boîte à outils. Vous pouvez déjà commencer à candidater si vous le souhaitez. Je regarderai les candidatures à partir de janvier. Ensuite, je vais continuer à faire grandir le média des fanzones parce que ça marche, que ça plaît et que ça me plaît, en intensifiant ce qui fonctionne bien. Par exemple, notre présence sur les salons professionnels, parce qu'on est désormais reconnu comme un acteur clé, un acteur important du secteur, mais aussi à travers un nouveau projet, qui est un projet très ambitieux et dont je ne parlerai pas maintenant parce que c'est en cours de construction et puis je préfère attendre un peu. Mais sans trop teaser, sans trop vous faire languir, il va s'agir d'un projet le plus ambitieux et complexe que j'ai pu faire jusqu'à présent. J'ai bon espoir que ça aille au bout. Ça va prendre une année de faire tout ça et que ça donne une toute nouvelle dimension à ce média et à ma vie personnelle. Donc j'ai hâte de vous en parler. Concernant la partie photo, j'ai pas mal de reportages de prévus, que ce soit en France ou à l'étranger. Il ne reste plus qu'à dégager du temps pour tout mener à bien. Sans parler des formations, qui fonctionnent toujours très bien, que je continue à mettre à jour, surtout. Par exemple, la masterclass que j'ai fait sur l'IA pour les journalistes, elle a encore été récemment mise à jour et il y a une mise à jour qui arrive pour janvier. Et les immersions en présentiel, les immersions en photojournalisme que je fais, que j'adore organiser à Toulouse, notamment parce que je le fais dans la rédaction de Défense Zone ici, et ça plaît pas mal. Donc c'est cool. Et puis depuis Calliope, les gens peuvent se faire prendre en charge par le FAFSEA ou l'AFDA s'ils le souhaitent. Donc c'est cool. Ça aide des gens. Je vois concrètement que ça aide des gens, donc je continue. Le seul changement négatif, entre guillemets, que je dois opérer pour 2025, c'est concernant ce podcast. Je vais devoir réduire la cadence. Parce que comme vous l'avez compris, ça va être assez intense. Il y a beaucoup de choses à faire. Et même si j'adore ce format, je dois réduire la cadence. Et j'en ferai de temps en temps, sans qu'il y ait forcément une récurrence hebdomadaire ou mensuelle. Mais en tout cas, je ne l'abandonne pas, je vais continuer. On atteindra les 300 épisodes de ce podcast. Et vous savez que, pour la petite info, les podcasts, c'est très à la mode. Il y a beaucoup de gens qui se lancent. Mais quand on regarde, au final, il y a une stat qui tourne, je ne l'ai plus en tête, mais je crois que 90% des podcasts ne passent pas les 5 ou 6 épisodes. Donc, quand on est à 200 et quelques 270, c'est cool. Quand on arrive vers les 300, et donc c'est mon objectif de dépasser les 300 et de continuer peut-être à 1000 épisodes, j'en sais rien. Mais je continuerai bien. C'est juste que je vais moins le cadencer, il y aura moins de récurrence, comme c'est le cas parce que j'ai d'autres choses, d'autres priorités sur lesquelles je veux mettre mon énergie, mon temps et mon argent pour cette année. Donc voilà ce qui m'attend pour 2025, entre autres, puisque vous avez compris que je parle pas forcément des projets plus personnels, parce que je mets cette barrière aussi, même si j'ai partagé ça avec vous pour que vous compreniez dans quel état d'esprit j'ai vécu cette année et cette fin d'année, et pour montrer que c'est important de rebondir, que c'est important de garder confiance en la vie. Ça a l'air con dit comme ça, mais de comprendre qu'il faut continuer en fait. Et j'ai cette chance d'avoir appris, d'avoir obtenu cette compétence, d'avoir travaillé cette compétence, d'être capable de bien m'organiser, de manière à avoir du temps pour moi, du temps pour mes proches. Et c'est peut-être le dernier enseignement de l'année et de l'épisode, qui est de garder du temps pour soi, pour pas péter un câble, pour être capable de prendre du recul, pour être en mesure de prendre des bonnes décisions, de faire les bons choix. Ce qu'on peut pas faire quand on a la tête dans le guidon. Donc je vous conseille vous aussi de prendre du temps pour faire le bilan de votre année, de tirer les enseignements de cette année, de mettre noir sur blanc vos objectifs et les projets de cette nouvelle année qui arrive, parce que ça permet d'y voir plus clair, de mieux dormir, d'être plus serein, et ça vous aidera sur le long terme, malgré les épreuves, malgré les obstacles qui vont se mettre sur votre chemin, et ça permettra de continuer. Donc merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, merci pour votre fidélité au cours de ces 271 épisodes produits pour vous et pour vous aider à vivre de votre passion pour la photo. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.